Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu as un beau costume ce matin. Merci. Vous êtes habitués, les gens des grosses administrations, à porter les costumes. N'est-ce pas? C'est la tenue de travail. Hein? Oui, bien sûr. sûr. Bon, maintenant, comment faire la différence entre le costume du travail et le costume de la soirée? En général, pour les soirées, on porte des smokings. Ah, d'accord. Voilà, ce sont des costumes qui ont une forme légèrement différente au niveau du col. Voilà, ça c'est fait pour les soirées en général. Mais maintenant, la pratique voudrait que ce ne soit pas obligatoire. Sinon, le protocole, normalement, lorsque vous allez, par exemple, dans des cérémonies officielles, le protocole voudrait que lorsque c'est en soirée, vous portiez un smoking. D'accord. Voilà, ok, Jean-Paul, on va combien d'années en arrière? On va pas loin, on va 32 ans en arrière. On va précisément le 7 janvier 1989. Nous sommes le 7 janvier aujourd'hui. Il y a 32 ans que disparaissait le 124e empereur japonais, Hirohito. Alors, Hirohito est intéressant dans l'histoire contemporaine du Japon. Pourquoi? Parce que déjà de toute l'histoire de la dynastie à laquelle appartient Hirohito, il est déjà l'empereur qui aura régné le plus longtemps. Il a régné 64 ans entre 1925 et 1989. Et puis, il va être celui qui va être le témoin de deux choses dans l'histoire contemporaine du Japon. La première chose, c'est la militarisation du Japon qui va être initiée au début du XXe siècle. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, après la défaite de la Seconde Guerre mondiale, il va être aussi celui qui va être considéré comme étant l'instigateur du renouveau japonais, de la renaissance du Japon en lui permettant de devenir une puissance économique et industrielle. Mais évidemment, il y a aussi, ça c'est le côté positif, et puis il y a une part sombre dans l'histoire de Hirohito, notamment le rôle qu'il aurait joué durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que le Japon déjà, à partir de 1931, le Japon va envahir la partie de la Chine qu'on appelle la Mandchourie, et puis à partir de là, certains historiens, on sait que les militaires japonais ont commis des atrocités extrêmement graves envers les populations civiles chinoises, notamment dans la ville de Nankin. Et puis, à partir de 1937 déjà, il va y avoir une seconde invasion de la part du Japon. Cette fois-ci, il va déjà avoir la partie de Singapour, l'île de Java, et puis à partir de 1942, il va y avoir l'invasion des Philippines. Et puis le Japon aussi reste en avril 1941 le pays qui va attaquer la base américaine située dans le Pacifique Pearl Harbor, ce qui va entraîner évidemment l'entrée des États-Unis dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Mais tout ça, évidemment, ce sont des grands points. Maintenant, la question où, quand je disais la part sombre, c'est évidemment quel rôle Hirohito a joué évidemment, en termes de responsabilité dans les actions, dans les crimes que les Japonais ont commis aussi bien en Chine que dans les autres territoires du Pacifique qui étaient sous leur conquête, notamment, comme je l'ai dit, l'île de Java, l'Indonésie, Singapour, jusqu'aux Philippines. Là, évidemment, les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux. Certains historiens estiment que, en réalité, Hirohito était en quelque sorte influencé par les généraux, qui étaient véritablement les maîtres du pays, et c'était eux qui dictaient en quelque sorte à l'empereur leur volonté. Et puis d'autres estiment plutôt que ce n'est pas possible, puisque Hirohito, de par la constitution de 1899, qui lui confère un caractère divin, donc Hirohito était celui qui régnait et qui gouvernait. Donc aucune action, aucune opération militaire, aucune conquête ne pouvait être faite sans avoir au préalable l'autorisation, l'aval de l'empereur Hirohito. Et donc pour cela, évidemment, ils estiment que celui-ci est au premier chef responsable évidemment de tous ces crimes qui ont été commis par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, mais pour revenir maintenant, si tu veux, à la personne... Il a pris le pouvoir très jeune. Il a pris le pouvoir en 1926, il avait 25 ans. Il ne faut pas oublier que Hirohito est le fils de l'empereur Yoshihito. Yoshihito qui est, lui, le fils de l'empereur Meiji. Meiji est considéré comme celui qui a fait rentrer le Japon dans l'ère moderne. Parce qu'il faut savoir que pendant 3 siècles, à peu près, le Japon a vécu quasiment renfermé sur lui-même. Donc, c'était
les shoguns, où c'était des codes extrêmement difficiles, extrêmement stricts, qui régissaient la vie de la société japonaise. Et donc, avec l'empereur Meiji, le Japon va pour la première fois s'ouvrir vers l'extérieur. On va voir des ambassadeurs, on va voir s'installer au Japon, on va voir évidemment le Japon commercer maintenant avec d'autres pays. Et puis, donc, cette ouverture va évidemment être prononcée, va se prolonger avec l'empereur Yoshihito, qui va pour la première fois demander à ce que l'éducation de son fils, donc Hirohito, soit complétée par une éducation occidentale. Parce qu'il faut savoir que dans la culture japonaise, le prince héritier, lui, il a des tuteurs, deux types de tuteurs. Il a des tuteurs qui sont des militaires, qui lui apprennent justement des codes militaires. Et puis, il y a des tuteurs religieux qui lui apprennent le shintoïsme et qui lui font, évidemment, qui lui apprennent aussi qui lui font prendre conscience, disons plutôt, du caractère divin de sa personnalité. Et donc, Yoshihito, lui, évidemment, veut moderniser le Japon. Et pour lui, cette modernisation passe par une plus grande ouverture vers l'extérieur. Et donc, pour lui, qui est fasciné par la culture occidentale, il décide donc d'inculquer un peu de cette éducation occidentale-là au jeune prince Hirohito. Et même en 1921, celui-ci est alors âgé de 20 ans, parce qu'il est né le 29 avril 1901. Et donc, en 1921, Yoshihito, contre l'avis des oligarques, enfin de l'intelligentsia, ou bien si tu veux de la classe dirigeante japonaise, autorise au jeune prince de faire un périple en Europe. Ce périple-là va l'amener dans les principales capitales européennes, Rome, Paris, Londres. Et là-bas, évidemment, il va être pour la première fois confronté à la réalité de ces pays-là. Il va, notamment lors de son périple à Paris, faire un discours à l'hôtel de ville. Il va assister à un débat parlementaire, notamment sur les taxes financières à l'Assemblée nationale, même si les journaux de l'époque disaient qu'il n'était pas véritablement intéressé par le débat parlementaire, mais au moins les Occidentaux vont pour la première fois se rapprocher et découvrir ce jeune prince-là japonais. Et donc, à partir de 1925, le prince héritier est devenu le régent parce que son père Yoshihito commence à être victime de troubles mentaux, et en 1926, à la mort de celui-ci, il décède même en 1925, mais le processus de deuil prend environ un an, et ce n'est qu'en 1926 que le jeune régent devient donc le 124e empereur du Japon. Et donc lui, évidemment, il va faire la première chose, c'est qu'il va, dans la première lettre qu'il va adresser à la nation japonaise, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le Japon, on n'écoutait pas la voix de l'empereur, le peuple, parce que l'empereur étant le descendant de la déesse Soleil, en quelque sorte. Donc lui, il n'avait pas, les citoyens n'avaient pas le droit ni de le regarder, ni de le toucher, ni de lui manquer de respect, et encore moins d'écouter sa voix, sauf si on faisait partie de la cour impériale. Donc, à partir de là, évidemment, il va adresser une lettre. Et dans cette lettre-là, il va réitérer sa volonté d'œuvrer pour la paix, notamment la paix dans le monde, parce que c'est extrêmement important, puisqu'à partir du début des années 30, il va y avoir cette espèce de course si tu veux, à l'occupation de terres, notamment la course pour acquérir, pour occuper des terres, pour notamment avoir des matières premières, parce qu'évidemment le Japon aussi commençait à s'industrialiser, et donc pour pouvoir acquérir ces nouveaux territoires-là, le Japon va faire le choix de la militarisation. Donc le Japon va devenir un État de plus en plus militarisé, avec des armées de plus en plus nombreuses, de plus en plus équipées, et donc c'est ce qui va faire qu'en 1931, le Japon, unilatéralement, alors que c'était un des membres fondateurs et un des membres influents de la Société des Nations qui avait été créée à la suite de la Première Guerre mondiale, donc le Japon va décider d'envahir donc la Mandchourie, cette partie de la Chine là qui est du côté ouest. Et donc cela va entraîner évidemment une contestation de la part de la communauté internationale, qui va évidemment dénoncer cette occupation territoriale qu'elle va juger illégale. Et donc le Japon va décider en 1933 de quitter la Société des Nations, parce qu'elle estimait que cette Société des Nations là ne prenait pas en compte ses intérêts vitaux, qui étaient le fait qu'elle n'avait pas accès aux matières premières, à l'opposé des autres puissances coloniales que sont par exemple les Britanniques ou les Français, les Portugais ou les Belges, qui avaient eux des colonies, et donc qui avaient accès à des territoires et à des matières premières. Et donc à partir de là, cette militarisation là va s'accroître, et le point d'orgue va être évidemment la Seconde Guerre mondiale,
Cette Seconde Guerre mondiale dans laquelle, évidemment, le Japon va aux côtés de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, va décider, elle aussi, de faire la guerre, notamment à l'Europe. Et donc, en 1941, elle va signer un pacte secret avec l'URSS, un pacte de non-agression. Mais c'est en avril, mais ça ne va pas empêcher qu'en août 1941, elle décide unilatéralement d'attaquer la base américaine de Pearl Harbor, qui était située dans le Pacifique. Et à partir de 1942, elle va également continuer ses conquêtes, notamment l'invasion des Philippines. Alors, donc, le Japon va aller de conquête en conquête. Tout va aller, semble-t-il, pour le mieux jusqu'en 1945, d'abord en mars 1945, où pour la première fois, évidemment, les Américains sont aux portes des côtes japonaises, puisque l'aviation américaine bombarde régulièrement la ville de Tokyo, faisant des milliers de morts et de blessés. Et donc, cet épisode, ça va être en fait le crépuscule évidemment la puissance militaire japonaise, qui sera totalement anéantie en août 1945 avec notamment les événements d'Hiroshima et Nagasaki. Les bombes atomiques. Et donc à partir de là, le Japon abdique, même si dans le discours de Hirohito en 1945, il demande aux Japonais, il ne prononce jamais le mot capitulation, mais demande plutôt aux Japonais de reconnaître, d'accepter, l'inacceptable. Donc, en fait, si je comprends bien, Jean-Paul, le Japon est le seul pays qui a fait l'expérience militairement parlant de la bombe atomique. Oui, c'est le seul. À part les essais dans le désert, oui, ça, le seul pays qui a été frappé en guerre par la bombe atomique, c'est le Japon. Voilà, exactement, jusqu'à présent. Et vu les dégâts que ça a causé, évidemment, il ne faut pas oublier que lorsque l'on balance Hiroshima la première fois, elle fait 60 000 morts le premier jour, et à peu près, certains estiment, entre 100 ou 150 000 morts dans les 2 ou 3 jours qui suivent l'explosion de la bombe atomique. À Nagasaki, c'est à peu près 80 000 morts le premier jour, et on estime à peu près entre 150 et 180 000 morts à la suite de 2 ou 3 jours. Sans oublier les séquelles liées à ces explosions-là et les conséquences qui existent jusqu'à présent et dont les populations civiles sont malheureusement les victimes jusqu'à présent, les descendants de ces populations qui vivent dans ces zones-là. Et donc, Hirohito, donc, conscient qu'il ne peut plus rien faire et donc décide en quelque sorte de capituler. Et donc, les Américains vont ensuite occuper le Japon et donc vont décider de changer la constitution japonaise et surtout de retirer à Hirohito l'essentiel des pouvoirs qu'il a et surtout lui retirer la nature divine de son statut. Et donc la constitution de 1946 ne confère plus à l'empereur japonais le fait qu'il ait son pouvoir directement de la déesse Soleil, mais plutôt qu'il tient son pouvoir de la volonté souveraine du peuple qui en est le détenteur. Donc tu vois que ça change totalement la donne. Et donc l'empereur qui était l'incarnation de Dieu sur terre devient un simple citoyen qui détient lui, si tu veux, la légitimité du peuple qu'il dirige. Et donc à partir de là, donc Hirohito, donc comme je le disais, il règne mais il ne gouverne plus. Et donc à partir de là, Hirohito va maintenant se consacrer à 2 choses. C'est la recherche sur la biologie marine, quelque chose qui le passionne depuis des années. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment, il va commencer à faire le tour du monde pour devenir un espèce de chantre de la paix et surtout l'ambassadeur de ce Japon renaissant, ce Japon qui va, au cours des 40 années qui vont suivre la Seconde Guerre mondiale, accomplir une prouesse extraordinaire, devenant une véritable puissance économique et industrielle. Et donc, c'est en quelque sorte la vie qu'il va mener jusqu'à ce 7 janvier 1989 où il décède après une longue agonie, parce qu'il était malade depuis de nombreuses années. Et donc, à partir de là, évidemment, c'est son fils, Akihito, qui deviendra le 125e empereur. C'est en mai 1990. Et donc, Akihito qui va rester au pouvoir à peu près 30 ans, puisque Akihito a abdiqué en avril dernier en faveur de son fils Naruhito, qui est devenu Naruhito qui est devenu le 126e empereur actuel du Japon. Voilà. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la magnifique histoire de Hirohito. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.